Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Aurélia Navarre, qui est maman de 2 enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 1 an et demi. Aurélia est home et office organizer. En français, c'est organisatrice d'intérieur. Elle est aussi créatrice de By My Simple Home. Elle accompagne les familles et les professionnels à un bien-être intérieur, c'est-à-dire trier, désencombrer, ranger, organiser, donc optimiser son intérieur pour vivre dans un environnement plus serein et organisé. Et ça augmente le bien-être et ça diminue la charge mentale. Un sujet qui nous parle bien en tant que maman. Et on a bien besoin de toi, Aurélia. Donc, bienvenue dans Maman Sème pour cette conversation qui, je le sens, va être passionnante, inspirante et surtout apaisante. Voilà. Donc, bienvenue. Alors déjà, Aurélia, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es spécialisée dans l'organisation d'intérieur. Bonjour Laetitia, déjà merci de me recevoir sur ce podcast, ça me fait hyper plaisir. Je suis trop contente d'enregistrer un format comme celui-ci et de pouvoir partager un peu plus oralement des choses. Donc en fait moi le métier de home organizer, il est un peu arrivé comme une évidence à un certain moment de ma vie. C'est-à-dire que j'ai été pendant 10 ans consultante salariée en organisation d'entreprise. Donc j'ai accompagné sur les questions de ressources humaines, d'accompagnement du changement, de formation managériale. Et quand j'ai eu ma fille en 2016, peu de temps après, on est parti de Paris. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans mes aspirations, mes envies, mes valeurs. Et évidemment dans cette question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Et là, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai fait différentes expériences et un jour, après la naissance de mon 2e enfant, mon mari me dit une de mes patientes m'a parlé du métier de home organizer, ça te correspond totalement. Je connaissais pas du tout. Je pense comme beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas ce métier. Je me renseigne et là je me dis mais waouh, c'est une évidence. Ça allie tout ce que j'aime et mes compétences professionnelles, mes compétences de vie que j'ai acquises au fur et à mesure de mon expérience. Donc voilà, c'est vraiment apparu comme une évidence, quelque chose qui m'a donné envie d'accompagner les personnes sur ce sujet-là. Et maintenant que ça fait 2 ans que j'accompagne en tant que home organizer, c'est confirmé, c'est bien ma voie pour le moment. Et tu peux nous en dire plus justement sur ce métier que tu connaissais pas et que tu as découvert et qui fait que c'est ta patte et ça te ressemble. Donc, ça correspond à quoi exactement ce métier? Parce que ça peut peut-être intéresser des mamans aussi à se lancer parce que c'est vrai que quand on devient maman, souvent, comme tu l'as dit, on réfléchit, pourquoi pas, à une reconversion, à être plus disponible pour ses enfants. Donc, voilà, ça peut nous intéresser en tant que maman pour une reconversion, mais en tant que maman aussi pour s'organiser. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, si tu veux, le home organizer va vraiment s'intéresser à l'organisation de la maison, d'accord? Après, il y a aussi une autre branche qui est plus l'organisation familiale, qui est aussi très intéressante. Pour le moment, moi, je travaille principalement sur l'organisation de la maison. Donc, c'est de se dire qu'est-ce qui fonctionne pas chez moi, pour que mon quotidien, dans mon intérieur, il soit agréable, pour que je me sente bien chez moi. Donc, on intervient beaucoup sur des problématiques de désencombrement, puisque l'encombrement, c'est vraiment quelque chose qui pèse et sur le quotidien et même si on s'en rend pas compte sur ce qu'on ressent, sur son bien-être intérieur. Bien sûr. Voilà. On intervient aussi beaucoup sur des problématiques qui sont de l'optimisation, de la réorganisation d'espace. Comment mieux organiser un espace, une zone, ou toute ta maison évidemment, pour que ce soit plus facile au quotidien d'aller chercher quelque chose, de ranger les choses, de gagner du temps à ranger, de pas être tout le temps en train de chercher quelque chose, de pas ouvrir un placard et que tout te tombe dessus, plein de choses comme ça.
Ok. Et tu parlais justement de ces deux pôles, donc ce côté organisation familiale et organisation de la maison. En quoi c'est différent du coup? L'organisation familiale, on va plus intervenir sur qu'est-ce qui bloque dans ton quotidien vis-à-vis soit de tes routines, soit de la gestion de tous les impératifs que tu as. Je Mhm. vais en parler parce qu'aujourd'hui, moi, je vais plutôt me concentrer là-dessus. Je pense que c'est plus ce qui intéresse et Et- c'est plus facile de donner des éléments là-dessus dans un podcast que sur comment j'optimise ma maison. Mm, mm, mm. Donc, c'est des choses qui s'imbriquent en fait. Parce que pour moi, si tu veux te faciliter le quotidien, faut que tu travailles un peu sur les différentes dimensions. Et ta maison, ta vie de famille, tout ça, c'est une sphère. Et oui, oui, ça s'imbrique pour avoir justement cet allègement et ce Exactement. côté un peu bien-être. Et d'ailleurs, on parle de bien-être intérieur et on aménage son intérieur, on fait en sorte, enfin, c'est lié, quoi. Une maison organisée, une maison ordonnée, donc cet intérieur Mm. dans lequel on vit, c'est l'intérieur aussi de nous-mêmes, où on se sent justement beaucoup... parce que souvent, enfin, moi, des fois, quand je suis pas bien, etc., je vais mettre à ranger et je me sens mieux. Donc, l'intérieur, ma maison, va agir sur mon intérieur émotionnel, psychologique, état d'être. Donc, ça, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le remarques quand tu accompagnes les personnes? Ah mais complètement, parce que si tu veux, en fait, quand ta maison elle est en désordre, au sens très large du terme, hein, je te parle pas que Mhm. du bazar apparent, ça a un impact à la fois direct et indirect. L'impact direct, c'est comme tu l'expliques sur ton bien-être, sur ce que tu ressens. En fait, si tu te mets dans une pièce où il y a plein de choses, tu vois, t'as l'impression que ça va te tomber dessus, etc. Mhm, Forcément, tu vas pas te sentir très bien. Alors que si tu es dans une pièce qui est apaisante, tu as un fauteuil, tu peux t'installer autour de toi, c'est fluide, etc. Bah, ton corps naturellement va se relâcher. Il y a plein de choses comme ça qui se jouent, qui fait que mhm, vraiment, même dans ta sérénité intérieure, ça a un impact. Et quand je disais que ça a un impact aussi indirectement, c'est que tout simplement, si ta maison elle est en désordre, encore une fois au sens global du terme, ça te complique la vie forcément que tu vas mettre plus de temps à chercher les choses, plus de temps à ranger, plus de temps à, avec les enfants, faire une activité. Donc, ça va peser sur ton quotidien. tout à fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de s'y intéresser. Alors, on parle depuis le Exactement. début d'organisation. Mais c'est quoi, en fait, l'organisation? Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que ce qu'on soit OK sur le terme, en fait. Alors, l'organisation, si tu veux, si tu prends une définition très commune, on parle de la nécessité de structurer par rapport à l'atteinte d'un résultat. Donc, ce qu'on peut Mhm, retenir sur quelque chose d'un peu global, c'est qu'est-ce que tu décides de mettre en place pour atteindre ton résultat. D'accord? mhm. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on parlait de l'organisation dans une dynamique d'entreprise, on va beaucoup de parler de performance, de choses comme ça. Je pense pas que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, dans notre vie de famille, ce qu'on veut, c'est être bien, c'est pas être performant, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, moi, ce que je te propose, vu que on est sur un épisode qui essaye de mettre en lien organisation et charge mentale, c'est plutôt de partir de la définition de la charge mentale pour parler de l'organisation de façon concrète. Bien sûr. Donc, si je peux te proposer une définition de la charge mentale, tu me dis si ça te va. C'est le poids psychologique que fait peser la gestion des impératifs familiaux, parentaux, sociaux, professionnels, etc. Donc, on parle des impératifs, la gestion des impératifs dans notre quotidien. Et oui, c'est ça la charge mentale. Je dois gérer les tâches ménagères, je dois gérer les devoirs des enfants, je dois gérer les rendez-vous chez le dentiste, les activités extrascolaires, etc. C'est tous ces impératifs qui pèsent sur nous. Et pour moi, quand on parle de gestion des impératifs, on parle d'organisation. De la gestion sans organisation, c'est quelque chose qui va dépendre uniquement de tous les facteurs extérieurs, sauf de toi. Je vais te Mm. prendre un exemple concret de saison. On a bientôt les spectacles de Noël de nos enfants, je pense Mm. pour la plupart des mamans qui nous écoutent. Si tu veux, tout d'un coup tu te dis la veille du spectacle de Noël, ah demain c'est le spectacle de Noël, ok, bon comment je gère le truc? Ouais, mais tu devais préparer des cookies. Il n'y a pas de garderie ce jour-là, donc tu dois récupérer tes enfants à 16h, tu finis à 18h. Je sais pas, tu as ton petit bébé de 6 mois que tu n'avais pas envie d'emmener là-bas parce que c'est une salle des fêtes bourrée de 100 enfants surexcités. Si la veille,
tu gères ces histoires-là, tu as à peu près un grand nombre de chances que ça soit le bazar le lendemain, que ta charge mentale, elle explose en vol. Tu vas Bien devoir tout sûr. d'un coup faire tout dans une journée. Si tu es organisé, eh ben, tu as anticipé, tu as planifié, tu as prévu ce que tu allais mettre en place, tu as identifié quels allaient être les enjeux. Je veux pas amener mon bébé dans une salle des fêtes où il y a 100 enfants survoltés. Et tout ça, c'est l'organisation, c'est ce qui permet de faire en sorte que l'événement se déroule de façon la plus agréable et la plus sereine pour tout le monde. Ouais, on rentre là dans le vif du sujet, hein, c'est concret. Exactement. Et peut-être pour que tout le monde après on soit sur les mêmes bases et qu'on se représente bien les choses, j'ai envie de partager 4 composantes qui sont essentielles dans l'organisation et je pense que ça aidera à définir l'organisation. Ces 4 composantes, en fait, c'est la première composante, c'est la planification et l'anticipation. La deuxième composante, c'est l'identification des enjeux. La troisième composante, c'est la recherche de solutions. Et il y a une quatrième composante un peu en trame de fond qui est la rigueur. Anticipation et planification, identification des enjeux, recherche de solutions et en trame de fond la rigueur. Mais je vais aller sur des exemples concrets Ouais, j'ai envie que après, je tu nous pense en dans dises le plus, là. bah oui. Et juste, je dirais une dernière pression qui est importante vraiment vraiment vraiment, c'est ce que n'est pas l'organisation. Hmm. L'organisation, c'est pas quelque chose de rigide, c'est pas quelque chose qui est là Eh, pour nous mettre des cadres qui vont nous poser plus de contraintes qu'autre chose. L'organisation, c'est pas une pression supplémentaire à justement la performance ou être parfaite ou tout réussir. L'organisation, c'est un levier pour se faciliter le quotidien. Ça doit juste être ça. c'est important de le dire parce que c'est vrai que des fois, on voit ça comme une charge en plus dans Mhm. notre quotidien. Voilà, s'organiser, etc. Oui, mais il faut que je mette des choses en place. On a beaucoup de styles de bullet journal, Mhm. d'applications, des choses comme ça. Et finalement, ça peut ajouter encore plus de charge, encore plus de doutes dans le quotidien et nous épuiser encore plus de pression. Et finalement, on rentre dans l'inverse de ce qu'on veut. Donc là, l'objectif, justement, c'est très bien de dire, voilà, ce que n'est pas Mhm. l'organisation, c'est pas quelque chose de rigide et ça doit pas être une pression ni une contrainte. C'est un levier, quelque chose qui facilite le quotidien. Déjà, je trouve que ça enlève un poids, quoi. Ça fait du bien. Et je voulais rajouter des petites choses sur la charge mentale. La charge mentale, c'est aussi justement cet moment, comme tu disais, pour l'organisation du spectacle de Noël ou du goûter de Noël, effectivement, c'est ce moment, souvent, malheureusement, qui doit penser. Charge mentale, on est dans le penser, et donc penser justement à, comme tu disais, planifier, etc. Ben oui, je Mhm. dois faire les cookies. Est-ce que j'ai suffisamment d'ingrédients? Est-ce que j'ai tout pour faire les cookies? Et c'est ça, c'est ce qui pèse parce que souvent, dans une tâche, ben, il y a plein de choses à anticiper, à prévoir, à penser. Et c'est ça qui peut être pesant parce que on a le poids de tout et souvent les compagnons, les partenaires vont dire mais si, mais moi, j'ai préparé le repas. Oui, non, mais qui a fait les courses? Qui a déjà fait la liste de courses? Qui a fait les courses? Qui aussi a pensé ou a planifié le repas? Donc, il y a quand même une charge qui est importante sur tout ça. Donc, l'objectif aussi, on va en discuter ensemble, c'est de diminuer tout ça pour qu'il y ait la coopération et la participation de tous les membres du foyer. Et oui. Et je rebondis sur ce que tu dis. Ah oui, déjà complètement d'accord sur l'importance de pas porter cette charge mentale seule. Et Mm. aussi dans ce que tu as dit, ce qui m'a donné envie de rebondir, c'est que, en fait, la charge mentale, c'est tout ce qui gravite dans notre esprit. Oui, c'est Tu ça. Ouais, vois, ouais. on a plein de choses qui gravitent dans notre esprit. Je vais devoir penser à ça, je vais devoir gérer ça, etc. Et ce que je trouve intéressant dans l'organisation, c'est qu'en fait, des fois, ça permet de décharger un peu le mental, de Mm, poser les choses. Quand tu sais que mm, c'est prévu, quand tu sais que t'as à peu près, a priori, pensé à toutes les choses les plus importantes, tu l'enlèves de ton cerveau. Et moi, je me rends compte quand des fois, je suis un peu prise dans le jus et que je travaille moins sur mon organisation, eh bien, en fait, j'ai plus ce sentiment d'avoir le cerveau qui va exploser, tu vois, de me dire, ouais, attends, il y a bien ça, il sûr. y a ça, il y a ça. Est-ce que j'ai pas oublié ça? Est-ce que j'ai pas oublié ça? Tu vois, ça Mm, te mm, pèse mm. énormément, je Bien trouve. sûr. Ouais, tout à fait. Tu nous en dis plus sur ces quatre composantes? Est-ce qu'on peut les détailler? On va commencer peut-être par la planification et l'anticipation.
Oui, alors peut-être plutôt que de détailler les quatre Ouais, composantes, en fait, c'est de voir dans quelle dimension elles sont importantes. En fait, ok. si tu veux, l'anticipation et la planification, c'est une dimension, une composante qui va être plus importante, qui va avoir un poids plus important dans tout ce qui est la gestion des impératifs, qui sont pas les impératifs du quotidien, qui sont un peu les choses occasionnelles, événementielles. Donc ce que je disais au début, voilà, donc tu dois gérer, il y a le spectacle de Noël qui arrive, il y a les rendez-vous médicaux, Mhm. on t'a sollicité pour aider, participer à une journée pour le match de foot de ton enfant. Enfin, tu vois, toutes ces choses qui gravitent autour de ton quotidien mais qui sont pas ton quotidien, qui sont pas répétitifs. Et c'est là où effectivement cette dimension d'anticipation, pardon, et de planification, elle est hyper importante parce qu'elle va te permettre, un, comme je disais, de décharger ton mental, et deux, d'éviter de te retrouver dans la panade. Voilà. Clairement, si tu n'anticipes pas et si tu planifies pas, les choses, elles vont se faire, mais elles vont se faire probablement dans le stress et tout Mm. sera pas fait exactement comme tu l'aurais voulu. Donc, soit tu peux ressentir de la culpabilité, soit tu peux ressentir de la frustration, des choses comme ça. Donc, quand on veut travailler sur l'anticipation et la planification, on peut avoir deux choses qui nous aident. C'est des rituels et des outils. Pour éviter de se retrouver comme l'exemple que tu donnais, bah, j'ai un bullet journal, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, c'est super, mais en quoi ça peut être des leviers, des choses qui m'aident réellement. Mm, mm, mm. Les rituels, c'est de se dire, chaque semaine, par exemple, je prends un temps où je vais me concentrer sur ma planification, sur mon anticipation, sur mon organisation. Mm. Donc, par exemple, moi, tous les lundis matins, je consacre 30 minutes à ma planification, à mon anticipation, à mon organisation. C'est-à-dire, comment tu fais? Du coup, tu vas prendre tes rendez-vous, tu... Je vais me poser. En fait, Ouais. la clé dans l'organisation, c'est vraiment d'accorder un temps et de la réflexion à son organisation. Mhm. Ce temps, tu vas largement le regagner derrière. C'est-à-dire Mais que bien sûr. peut-être tu vas prendre 30 minutes le lundi matin, mais derrière, tu vas gagner 10 minutes ici, 10 minutes là, 10 minutes là, et Mm. surtout, tu vas être beaucoup plus dans la sérénité. Donc effectivement, on peut se dire, bah mince, elle va me rajouter encore un truc de charge à me demander de prendre 30 minutes Mm. le lundi matin. Mais je t'assure que en le faisant, tu te simplifies derrière et tu gagnes du Ah, mais temps moi, et je en sérénité. valide hein, parce que je le fais. Et oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je fais depuis quelques ans où je vais planifier, anticiper mes semaines de travail, où je vais Mm. prendre, alors tu vas peut-être en parler, mon palier, c'est l'agenda, et je vais prendre mon agenda et je vais mettre en fait mes tâches dans mon agenda, où je vais dire, ben voilà, je vais travailler sur ça, 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 ça. Et ça me permet en fait de savoir ce que je dois faire, de moins Mm. procrastiner, d'avancer sur des projets et j'arrive quand même à faire des épisodes de podcast, j'arrive à faire des articles de blog, j'arrive à faire des newsletters, j'arrive à faire une formation par mois, alors que tout ça, en fait, j'arrivais même pas à faire une formation en 6 mois quand j'étais pas du tout organisée, ce que je ne planifiais pas. Et je n'arrivais même pas à faire d'articles de blog. Donc là, le fait de mettre ça dans mon agenda, j'arrive à un petit peu comme des briques qui se mettent là et que je vais caler dans mon agenda pour pouvoir avancer, pour évoluer. Donc, je suis entièrement d'accord que oui, ça me prend peut-être du temps. Alors, moi, je le fais sur plusieurs semaines pour vraiment avoir une vision longue. Ça va peut-être me prendre, ouais, peut-être 1 heure, mais c'est un gain de temps, de folie. Et même, ça me permet, comme tu le dis, de ne pas être en stress et de me dire, bon, ben voilà, si j'ai pas accordé assez de temps, ben, hop, j'ai un petit peu plus de temps à d'autres moments et de pouvoir respirer, de pouvoir avancer. Donc, mais carrément, je valide. Donc oui, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais c'est du temps de gagner un temps de sérénité qu'on a pour plus tard. Et on le fait sur la tribu Maman Sème tous les lundis matins, on se fait un petit point. On se dit, bon, bah, quoi de prévu cette Super. semaine? Sur quoi j'avance? Sur quoi j'évolue? Et au fur et à mesure de l'avancée, ben, on voit qu'il y a certains moments justement qu'on a des objectifs un petit peu trop hauts. Donc, elle retravaille tout ça pour évoluer et être un peu plus dans la sérénité. OK. Rituel, Super. ok. Donc, prendre le temps toutes les semaines de préparer sa semaine. Voilà. Après, il y a d'autres rituels. Je sais que, par exemple aussi, en général, tous les 2 jours, moi, j'essaie de me poser sur ma to-do list et de me dire, tiens, j'ai pas fait ça ou ça que je souhaitais faire, donc il faut que je le reprogramme. Des choses comme ça. Et sur l'implication des membres de la famille, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre aussi un rituel d'organisation
partagée. C'est-à-dire que quand, que ce soit que avec son conjoint, le coparent, ou avec les enfants à partir d'un certain âge, de se dire, bah, on se pose une fois de temps en temps, que ce soit une fois par semaine, plus ou moins, peu importe, chacun ses besoins, et on va discuter ensemble de cette organisation. Un conseil de Mercredi, famille, du coup. voilà, comme un conseil de famille, exactement. Comme un conseil de famille, ou peut-être on peut le faire justement dans ce temps de conseil de famille si on l'a déjà mis en place, et dire à la fin, on consacre 5 minutes au sujet de l'organisation. Mercredi, bon, ok, il y a le match de foot, et en même temps, il y en a un qui a son activité d'art plastique. Comment on s'organise? C'est quoi les besoins des uns et des autres? Etc. Donc ça aussi, ça peut être un rituel qu'on peut mettre en place. Ça permet aussi de discuter ensemble avec le partenaire et puis ben, justement de voir qu'il se rende compte de tout ce qu'il y a à faire parce qu'en fait, des fois, il n'a pas Mm. accès ou on lui donne pas accès ou que sais-je, ou il ne sait pas tout à tous les rendez-vous, tout ce qu'il y a à faire. Et là, il va prendre conscience de tout ça, il va aussi en être informé et ça sera beaucoup plus facile justement pour répartir les différentes tâches qu'il peut y avoir par rapport, je ne sais pas si on revient sur le petit goûter ou le spectacle de Noël. Bon, ben voilà, il y a ça à faire. Qu'est-ce que tu peux prendre en charge? Ouais, donc ça, c'est Mm. très bien. Mais oui, puis ça peut prendre que 10 minutes, quoi, finalement. Installer ça le Exactement. dimanche et préparer la semaine. Mais carrément, c'est chouette. Nickel. Donc, rituel, on a fait le tour. Voilà. Et ensuite, les outils, mais tu as commencé à en parler. Alors là, je vais pas révolutionner le monde. Les outils, c'est tout ce qui tourne autour des agendas, des Ben calendriers, ouais, des semainiers. On peut avoir différents outils selon ce qui nous convient le mieux. Il faut mm, tester. On peut pas savoir de tout de tout à suite. fait. C'est pas une évidence de savoir quel est l'outil qui nous convient le mieux. Moi, j'ai Mhm. découvert le semainier il y a environ 3 ans. Donc, le semainier, c'est une feuille de papier sur lequel tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, tu as plein de feuilles de papier. Donc, je la prends. Chaque début de semaine, je prends mon semainier et je vais me noter à la fois ma to-do list, mes rendez-vous, les choses auxquelles je veux penser, les choses sur lesquelles je veux avancer. Et ça, j'adore. Il y en a, ça va pas du tout leur servir. Ils vont plutôt préférer un agenda traditionnel. Chacun peut trouver ou allier aussi différents outils de ce type-là. Et enfin, aujourd'hui, on a quand même un troisième bras, un troisième cerveau, c'est le smartphone. Bien sûr. Donc le smartphone, c'est quand même, merci pour toutes les têtes en l'air comme moi. Moi, je suis un vrai poisson rouge. Mon smartphone est, alors je vais pas dire rempli d'alarmes parce que j'essaye de rester focus sur ce qui est essentiel, mais j'hésite pas à me mettre des alarmes. Une Mm. alarme pour me rappeler que ce matin, j'enregistre un podcast. Ouais. Une alarme pour me rappeler que parfois la veille, en fait, je me mets les alarmes la veille pour me rappeler que le lendemain, j'ai tel rendez-vous, telle chose, etc. Que j'ai prévu de m'occuper d'une certaine activité. Donc ça, les alarmes sur le smartphone ou les applications si on n'est pas papier, c'est Mhm. super. Et c'est vraiment des outils. Il faut apprendre à les utiliser. Faut pas partir dans tous les sens, vouloir tout faire, etc. Faut tester. Mais une fois qu'on a ces deux, trois outils, c'est vraiment utile. C'est vraiment Ouais, tu nécessaire. conseilles deux, trois, ouais, pas plus. Oui, je pense pas qu'on ait besoin d'avoir Mm. tout à la fois. En fait, si tu veux, moi, par exemple, mon semainier me fait office de to-do list. Ouais, Tu vois. d'accord. Voilà. Mais attention à comment on les utilise parce que la to-do list de je note sur un bout de papier tout ce que j'ai à faire, mais le bout de papier il traîne dans un coin et je pense jamais à le regarder au courant de la semaine, bah qu'est-ce qui se passe? Ça finit que voilà, juste à poser sur un papier et ce n'est pas un outil, Mm. c'est un truc que tu t'es déchargé l'esprit avec ça et du coup tu vas te retrouver en retard parce que tu l'as pas intégré dans un rituel. Effectivement, je trouve que c'est bien de dire, voilà, il n'y a pas un outil. Et moi, j'aime pas du tout ça, quoi. J'aime pas dire, il faut faire comme ci, il faut utiliser ça. On est toutes différentes et il faut trouver son outil et ce qui nous convient. Moi, pendant des années, j'ai utilisé un agenda papier et là, depuis, ça doit faire 6 mois, je crois, j'utilise uniquement l'agenda électronique. Et pourtant, je me disais, mais non, mais je n'y arriverai jamais. Et mais c'est tellement facile. Enfin, pour moi, parce que je peux caler mes rendez-vous, je peux caler du coup mes tâches et ben voilà, je lis à ma to-do aussi. Et puis, ben, c'est tout le temps sur moi, quoi, parce que c'est sur mon smartphone. Et ben, quand je suis en extérieur, etc., je peux avancer.
dire bah non, là je suis pas dispo, oui, bah là j'aurais ça à faire, etc. Donc pour moi, ça me va, mais peut-être qu'à une autre personne, ça convient pas, qu'elle a besoin de l'agenda papier, peut-être du semanier, des choses comme ça. Je voulais ajouter autre chose, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus, ben, c'est pas grave. Voilà. Ça reviendra. Ça reviendra, ça reviendra. Mais voilà, surtout se dire qu'il n'y a pas un outil unique, il y en a plusieurs et il faut tester. Et puis après, on trouve, et puis c'est pas figé non plus. Voilà ce que tu disais, il n'y a pas de cadre, quoi. C'est pas rigide. Donc si ça ne nous convient pas, on teste autre chose. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ces composantes? Bah alors là, tu vois, voilà, ce dont on a beaucoup parlé, c'est l'anticipation et la Ouais. planification, qui sont des leviers indispensables, qui est un levier indispensable dans la gestion des impératifs événementiels, occasionnels, etc. Et après, en fait, les deux autres composantes dont j'ai parlé, qui sont identifier les leviers et rechercher des solutions, c'est vraiment des leviers plus pour l'organisation du quotidien, des Mhm. routines, ce qui est récurrent. D'accord? Par contre, vraiment, juste une petite parenthèse qu'on retrouve dans les différentes composantes, c'est vraiment l'importance de prendre le temps, se poser pour travailler sur son organisation. Et comme on l'a dit au début, pas se poser 3 heures, etc. Mais c'est ça qui va nous faire gagner du temps, c'est ça qui fait qu'on va être, j'ai pas envie de dire efficace, qui fait qu'on va trouver la bonne organisation. Voilà. Mhm. Et donc, dans les impératifs du quotidien, les impératifs routiniers, en fait, c'est tout ce qui touche à, par exemple, je dois gérer les repas, je dois gérer le Ouais, ouais. linge, j'ai la routine du matin avec les enfants, j'ai la routine du soir avec les enfants aussi, tout ça, tout ce qui compose notre quotidien. Et là-dessus, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, est-ce qu'il y a des choses de mon quotidien qui coincent, qui fonctionnent pas bien, où il y a des irritants? Tu vois, par exemple, oui, je suis toujours en galère au moment de préparer les repas. C'est vraiment le truc qui me prend la tête parce qu'il va toujours manquer un truc dans le placard, parce que les enfants vont toujours râler, parce que je vais manquer de temps. Tu vois, c'est peut-être ça le truc qui coince chez Mm, toi. mm, Ou mm, mm, peut-être mm. que chez quelqu'un d'autre, c'est la routine du matin. Hein, le matin, toujours, c'est compliqué. On est à la bourre, tout le monde râle, etc. Et donc, l'organisation, pour moi, c'est là qu'il est important de se poser et de se dire, OK, stop. Je décide que ce moment récurrent, cette chose du quotidien, elle va arrêter d'être une crispation, d'être un irritant. On va essayer de comprendre pourquoi et surtout, on va essayer de mettre en place les solutions qui vont bien. Donc, est-ce que je suis claire dans ce que je te dis? Peut-être je peux donner un exemple un peu concret. Pour moi, c'est clair. Ok. Je vais essayer de reformuler comme ça pour voir si Mhm. j'ai bien compris. Donc, effectivement, donc on a des routines, des moments à faire dans le quotidien, des choses qui reviennent. Donc, comme tu disais, le repas, le linge, etc. Et le matin, emmener les enfants à l'école. Et il y a peut-être des moments qui bloquent, des moments où, moi j'appelle ça en fait, qui sont stressants. Et il y a peut-être des stresseurs. Mhm. Et voilà, toi, tu as appelé ça des irritants. Donc, j'aime bien aussi ce terme. Et l'objectif, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui fait que ça coince et de chercher des solutions. Est-ce qu'on est OK Et là-dessus? c'est ça, c'est Voilà, ça. on le travaille ça justement dans la tribu où j'ai tout un tableau pour justement voir, bah, parce que des fois on ne se rend pas compte en fait que c'est des moments qui bloquent et l'objectif de noter que par exemple il y a eu une crise à telle heure, eh ben, on va se rendre compte que c'est peut-être tous les soirs quand on rentre de l'école qu'il y a peut-être une crise, que c'est compliqué et là on va se dire bah, tiens c'est à ce moment-là que ça bloque donc qu'est-ce qu'on peut mettre et ça on Mhm. travaille vraiment sur la tribu donc oui oui moi ça me parle carrément donc, mais tu vas bien sûr nous aider là-dessus pour essayer, je pense, d'avancer. Oui, alors en fait l'idée c'est de se dire que un changement ça met un peu de temps à se mettre en place, d'accord? Donc Mhm, il mais faut bien sûr. pas tout de suite, voilà, il faut pas tout de suite abandonner, se décourager parce que on se dit bah tiens j'essaie de mettre en place une nouvelle organisation mais ça fonctionne pas, les autres membres du foyer ils suivent pas. Tu vois, des fois on a un peu tendance à se décourager rapidement, bah parce que si on est pris par son quotidien. Et donc, ben là, c'est un peu la meilleure manière de se planter. D'accord? Mhm. Donc, ce que je peux proposer, c'est, encore une fois, on se pose pour identifier c'est quoi les enjeux, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi les points bloquants, c'est quoi les solutions que je peux mettre en place. Et ensuite, on accepte qu'il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se transforment. Et enfin, le troisième point, c'est que pour réussir, il faut être focus. C'est pas facile d'impulser un changement, c'est pas facile de mettre en place une organisation. Tu peux avoir des membres du foyer qui sont résistants, tu peux tâtonner,
Il y a des choses qui changent, on n'aime pas le changement. Par nature, l'être humain, il n'aime pas toujours le Eh ben oui. changement, tu vois. Voilà. Ben oui, c'est Donc, sortir de la zone de confort. Donc, exactement. Donc, il faut mais être on dit que focus. justement, quand on sort de la zone de confort, c'est là que la magie opère. Donc, Et osons oui, justement mettre en place ces nouveaux outils et apporter justement dans la longueur, voilà, parce que les choses ne se mettent pas en place comme ça dans un claquement de doigts. Mm. Donc, être focus. voilà, exactement. Se dire, je vais me donner 3 semaines. Tu vois, en moyenne, on dit que c'est 3 semaines pour Oui, réaliser un 21 jours. changement dans ta routine. Tu vois, 21 jours. Voilà. Je vais me donner 3 semaines où je suis vraiment focus là-dessus. Je suis moteur parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi Mm. d'impulser un changement. Et donc voilà, je suis focus pendant 3 semaines à peu près. Et c'est là qu'on va voir que ensuite, quand le changement, la routine, elle s'installer, c'est beaucoup moins de charge mentale parce que c'est une habitude, ça se fait plus naturellement, ça se fait dans la simplicité, la sérénité, etc. Tu vois? Mm. Et si je prends l'exemple, allez, je sais pas, on peut prendre l'exemple de la question du linge. Tu vois, Ouais. souvent on me dit, je vois, en plus avec les réseaux sociaux, tu vois souvent ça, oui, les panières de linge qui débordent, des choses comme ça. Donc, par exemple, si chez toi, ton souci, c'est le linge, tu vois, ça te demande une charge mentale à chaque fois de te dire, ah, purée, il faut que je m'occupe du linge. Ah, mon Dieu, on n'a rien de propre ce matin pour habiller les enfants, etc. Tu vois. Et ben, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. C'est que tu peux mettre en place une meilleure organisation, un levier qui va te faciliter le quotidien. Donc, pour ça, on reprend les 3 points que j'ai évoqués. Tu te poses et tu te dis, c'est quoi les enjeux? Grosso modo, faire le linge, c'est quoi? Ça veut dire que les vêtements doivent être dans le panier de linge sale, Mhm. une machine doit être lancée, une machine doit être étendue, le linge doit être plié, le linge doit être rangé dans les placards. Donc, ça fait Ok, 5 étapes. les enjeux, voilà, c'est les étapes. Ok. Voilà, exactement. Ça fait 5 étapes. Est-ce que Mm. moi, je pense que la plupart du temps, c'est pas les 5 étapes qui bloquent. En fait, si tu as un problème avec ton linge, c'est généralement ça va bloquer principalement à une ou peut-être 2 étapes. Mm. Est-ce que tes enfants mettent leur linge dans le panier de linge sale? Sinon, c'est sûr que tu crois qu'il n'y a pas de machine à faire. Est-ce que tu Les penses à ados, lancer une... non, les ados laissent par terre dans leur chambre. C'est bien connu, c'est bien C'est connu. ça, c'est ça. Et quand tu as tout nettoyé, ils viennent avec leur linge, tu sais. Ah, Mm. quels Exactement. embêtes. Ça peut être aussi que tu oublies de lancer les machines à laver. Enfin, tu vois, il y a plein de Ouais. choses. Donc déjà, va comprendre, il est où ton souci? À quelle étape Mm. se situe le point bloquant? Hein. Et ensuite, il va falloir chercher la solution. Donc, est-ce que c'est que, en fait, tu gères tout le linge toute seule? Et c'est pas possible. Tu es maman de 3 enfants. Tu as un conjoint, donc t'es pas tout seul. Donc, comment est-ce que tu peux impliquer les autres membres de ta famille dans ce process de gestion du linge? Ou bien est-ce que ça peut être justement t'aider de tes outils? Moi, à un moment donné, il fallait que je me mette une alarme pour penser à lancer ma machine à laver. Parce que sinon, j'oubliais. Tout simplement, j'oubliais de lancer la machine à laver. Donc, si tu lances pas la machine à laver, il n'y a pas de linge propre, tu vois. Mm. Donc voilà, tu peux aller chercher un peu des solutions. Il faut un peu se creuser la tête. Et ensuite, eh bien, tout simplement, tu es focus, comme j'expliquais, pendant 3 semaines sur cette solution que tu veux mettre en place, sur ce changement que tu veux mettre en place. Alors maintenant, tous les matins, j'ai une alarme pour me dire de lancer une machine à laver, s'il y a Mhm. besoin. Ensuite, maintenant, il y a tel jour, c'est un tel qui plie le linge, tel jour, c'est un tel qui plie le linge. Ou peut-être que maintenant, les enfants sont assez grands et peuvent ranger eux-mêmes le linge dans les commodes. Mm. Bref, il y a autant de solutions que de familles, Ouais. puisque ça, je peux pas donner des solutions toutes faites. Mais en tout cas, il faut se poser sur le truc. Parce que si tu te contentes de dire, ah oui, faudrait que je pense plus souvent à lancer des machines à laver, mais qu'en fait, c'est pas ça la nature du problème, bah, tu vas pas avancer dans ton organisation. Tu resteras dans ton point bloquant, dans ton truc qui te crée de la charge mentale, qui te crée, tu vois, de la frustration et tout ça. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que on est toutes uniques et on a toutes des organisations et des façons de faire différentes et des familles différentes. Et peut-être, je vais pas vous partager moi mon rituel parce que c'est ma manière de faire et ça me convient et ça fonctionne bien, mais c'est important et c'est ça qu'il faut retenir, c'est de se questionner. Donc, combien j'ai d'étapes? Où est-ce que chez moi ça bloque et qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ma famille? Et c'est pour ça que voilà, j'aime notre échange et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter sur le podcast, c'est qu'il n'y a pas de solution unique et tu es dans la réflexion, et moi, c'est ce que j'aime bien faire avec les mamans que j'accompagne, c'est, bah voilà, réfléchis par rapport à toi,
toi, ta problématique, ta manière de fonctionner, ton quotidien, et essaie de trouver ta propre solution et tes propres outils. Alors oui, on peut s'inspirer à droite à gauche de telle ou telle personne, mais on ne cherche pas à faire ce que l'autre fait parce que c'est là où en fait on va se mettre plus facilement en échec, où on va se dire mais j'y arrive pas. Ben non, tu n'y arrives pas parce qu'en fait c'est pas du tout adapté à toi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'agenda ou quoi que ce soit. On vient chercher quelque chose qui est adapté pour nous. Et ça, c'est essentiel de s'en souvenir. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure sur les alarmes. Mais oui, les alarmes, on se dit, mais c'est quand même, ça va biper tout le temps ou quoi que ce soit, mais c'est vachement aidant. Et en fait, moi, quand j'utilise mon agenda électronique, mais c'est exactement cette chose-là que je fais. C'est-à-dire que j'ai comme une alarme, j'ai un rappel pour me dire que dans une demi-heure ou dans une heure, j'ai rendez-vous pour, par exemple, l'orthophoniste ou l'orthoptiste, des choses comme ça. Et ça me permet justement je note même qu'il faut récupérer un copain à la sortie de l'école, ou que je dois passer chercher un colis ou des trucs comme ça. Parce que ça me permet de me décharger l'esprit. Donc, c'est ça l'utilité des alarmes. C'est de pas à chaque fois se dire, je dois penser à faire ci, je dois penser à faire ça. Et c'est se libérer l'esprit. Donc, les alarmes ou l'agenda électronique sont vraiment aidants pour pas avoir à penser. Donc, ne pas se dire, ça va me stresser encore plus. Non, bien au contraire. On est d'accord, Aurélie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est exactement le même principe dans les routines du quotidien. À partir du moment où tu as trouvé ta routine, bah, ça te fait moins de choses à penser parce que ça devient une habitude. Ça, c'est comme le matin. Est-ce que tu oublies tout le temps de prendre le cartable de ton enfant? Je dis ça en rigolant parce que hier, j'ai oublié le cartable de ma fille pour aller à l'école. Bon, c'était la première fois, donc je pense que voilà, c'est pas du tout un problème récurrent, mais j'y pense tous les jours parce que c'est une routine. Bon, là, il y a eu un loupé, mais si tu l'oublies une fois sur deux, c'est pas une habitude. En fait, quand ça devient une habitude, tu penses même plus. Il est passé à un endroit de ton entrée où, en prenant ton manteau, tu vois le cartable, tu prends le cartable. Tu vois. Bien sûr. Et Ouais. peut-être un dernier mot quand même, parce que quand Oui. tu parlais justement de faire, voilà, chaque famille est différente, et donc il faut pas oublier d'être bienveillant envers soi-même. À l'heure des réseaux sociaux où tu vois des partages sur des choses où tout est hyper parfait, hyper carré, je plie mon linge, il est plié avec le pliage vertical à la Marie Kondo. Enfin, je veux dire, moi je suis home organizer, mon pliage vertical, il est merdique. Pardon, je suis Non, cash. mais c'est ce que j'aime Mais en chez fait, toi. je veux dire, je vais ranger le pliage, je vais faire un pliage vertical pour la commode de ma fille. Ma fille s'habille tout seule, donc le pliage vertical, il tient un jour. Donc je vais pas être là à plier mon truc parfaitement comme si j'allais faire une photo. Non, le but c'est quoi? Le but c'est que ça soit bien rangé, que ma fille puisse choisir ses vêtements facilement. Voilà, c'est ça le but et c'est tout. Mon but, c'est pas que quand quelqu'un vient chez moi, ce qui n'arrive jamais, quelqu'un qui vient chez moi, qui va ouvrir la commode de ma fille, il dit waouh, ah ouais, Aurélia, waouh, franchement, t'es au top, quoi. Tout à fait. On n'est pas dans un catalogue Ikea, c'est la vraie vie. Et on cherche juste à pas. Oui, alors si c'est beau, c'est tant mieux, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'être beaucoup plus sereine et d'avoir une charge mentale beaucoup plus diminuée. Et bien entendu, là, dans les vêtements, c'est pas d'avoir un super pliage, que ce soit joli, c'est que ça surtout, ça facilite pour l'enfant et qu'il puisse s'habiller en autonomie. Mais carrément, carrément. C'est important de se souvenir de ça. Il y avait un quatrième point justement dans les composantes, c'était la rigueur. J'ai Oui, suivi, hein, alors, t'as vu, hein? bravo, bravo, très très bien. Alors, la rigueur, en fait, comme je dis, c'est un peu en trame de fond. L'idée, c'est de se dire que tu peux pas avoir une organisation qui se tient si tu n'es pas rigoureuse. C'est-à-dire que si tu te poses, tu planifies et tu dis, OK, donc je reprends encore mon exemple du spectacle de Noël, comme ça on a une continuité. Faut que je fasse mes 50 cookies. Donc, il faut que 2 jours avant, je fasse des courses. Euh, oui, mais en fait, si tu t'es là et puis le jour J, tu dis, ah oui, bon, bah, j'irai faire les courses plus tard. Enfin, tu vois, si t'as pas de rigueur, bah, en fait, tu peux pas tenir cette planification. Ça ne fonctionne pas. Pareil dans les routines du quotidien. Qui dit rigueur dit pas absence de spontanéité. Mais je veux dire, dans ta routine du soir, ça se passe d'une certaine manière. Ça veut pas dire qu'un soir, parce que les enfants sont énervés, parce que t'es fatigué, tu vas faire différemment, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il faut tenir un minimum à ta routine. Dans le sens où, par exemple, moi, on me parle toujours de ma maison, elle est tout le temps en bazar, etc. Nanani, nanana. Ok, est-ce que tu as une routine de rangement? Est-ce que tous les soirs, par exemple, tu consacres 15 minutes à faire un petit rangement de ta maison?
La rigueur, elle est là. Si tu le fais pas, bah forcément que ça va finir par s'accumuler. Après, je te dis pas qu'il n'y a pas des soirs où je saute ma routine parce que je suis plus fatiguée que d'autres soirs. Mais globalement, dans 90% du temps, je me tiens à ma routine. J'essaie d'avoir une certaine rigueur. Et sinon, ton organisation, tu peux imaginer toutes les choses que tu veux. Si derrière, t'as pas la rigueur dans la mise en action, il y a un moment donné, ça fonctionne pas. Je pense. On va semer des graines, mais on n'est pas magicienne. On est bien Voilà. d'accord. Donc, c'est à chacune d'être actrice de son changement et de sa sérénité. Et ça demande un petit peu d'autodiscipline. C'est un petit peu comme le sport, quoi. Si on a envie d'être Hmm. musclé et qu'on va regarder des vidéos uniquement de personnes qui font des exercices, ben, ça va pas nous muscler. On va pas avoir un corps plus galbé. C'est parce que on va avoir cette rigueur, cette autodiscipline peut-être de faire une séance quotidienne ou 3 par semaine que on va avoir le résultat. Donc, c'est clair là-dedans et dans l'organisation, c'est un peu plus compliqué. Alors, je pense que c'est un petit peu plus compliqué parce que ça demande peut-être aussi un effort. Alors, c'est comme le sport finalement et on n'aime pas faire des efforts et puis on n'a pas peut-être le résultat immédiat aussi et on est beaucoup dans le plaisir immédiat. Donc, c'est pas quelque chose de simple. Donc, c'est pour ça, voilà, CD, d'agenda, d'alarme, des choses comme ça. Et puis j'aime bien le dire, hein, j'en ai déjà parlé, je crois que c'était dans l'épisode sur les devoirs se récompenser après, voilà, peut-être Hmm. s'installer. Bon, on a fait notre petit, justement, peut-être le petit tour le soir pour ranger le un quart d'heure. Et après, je pense que tu savoures, tu te mets dans ton super fauteuil qui est tout beau, tout agréable, et tu savoures ta tisane, par exemple. Exactement, bah carrément. Bah, de toute façon, c'est la satisfaction de la tâche accomplie, j'ai envie de te dire. Ça. Dire quand tu te poses le soir et que ta maison elle est à peu près rangée, tu vois, enfin, dans le sens ça traîne pas partout, que ta routine du soir elle s'est passée plutôt dans la bonne humeur, Mm. bah, t'es beaucoup mieux que quand tu te poses et que en fait ça a fait que crier toute la soirée, que ce soit toi ou les enfants, et que en plus la maison elle est sans dessus dessous quoi. En tout cas moi c'est comme ça que je le Mm. vis. Donc j'imagine que c'est le cas aussi pour pas mal de gens. Merci, Aurélia, pour ces informations généralistes. Je te propose qu'on aille creuser un peu plus en profondeur avec des questions plus concrètes. Et donc, les questions des membres de la tribu, des mamans de la tribu. La tribu Maman Sème, c'est du coup un abonnement. C'est un groupe de mamans que j'accompagne quotidiennement où elles vont avoir la possibilité d'exposer leurs problématiques, leurs doutes, leurs questionnements et puis moi, je suis là un peu comme une super nanny bienveillante pour les accompagner. On travaille aussi sur des problèmes un peu spécifiques par le biais de mini-formations. Et d'ailleurs, il y en a pas mal justement sur l'organisation. Il y en a une sur la planification des repas où je leur donne plein d'outils pour planifier facilement sur plusieurs mois. Et il y a plus de 300 idées de menus déjà tout prêts, donc avec une méthode toute simple pour planifier très rapidement. Et il y a aussi toute une formation sur les routines avec des affiches qui sont toutes prêtes, etc. Mm. Où aussi on travaille les points un peu plus faibles. Donc ça, voilà, elles vont trouver les outils et elles ont aussi, donc sur les mamans de la tribu, la possibilité de poser des questions à nos expertes. Alors, si vous avez envie de rejoindre la tribu, il y a toutes les infos qui sont dans les notes de ce podcast. Alors déjà, question de Févronie. Donc, elles sont toujours ultra contentes de pouvoir poser des questions. Donc, elles te remercient. Merci de nous permettre de poser nos questions. Donc, moi, j'aimerais savoir comment faire pour ne pas se laisser déborder par les tâches ménagères. Personnellement, quand il y en a trop à faire, je perds pied et du coup, je ne sais plus rien, je ne fais plus rien, sauf qu'au final, après, c'est pire. Le fameux bazar dont tu nous parlais tout à l'heure. Mm, mm, mm. Ok. Est-ce que tu peux aider Févronie? Oui, alors je pense déjà qu'il y avait pas mal d'éléments de réponse dans ce dont on Tout vient à de fait, parler. bien Voilà. sûr. Effectivement, les tâches ménagères, ça représente quand même un volume assez important de notre quotidien qui n'est pas forcément plaisant pour tout le monde. Donc, il faut essayer de réfléchir à la meilleure manière de le gérer pour que ça soit le moins fatigant possible, le moins stressant parce qu'il y a des oublis, des choses comme ça. Donc, par rapport à la question de Féronie, c'est ça? Févronie. Féronie. Ouais. Déjà, la première question que moi j'aurais envie de lui poser si je l'accompagnais, ça serait de dire, OK, bon, les tâches ménagères, c'est assez global. Est-ce Hmm. qu'il y a des tâches en particulier qui te posent plus soucis?
Hmm. Puisque la priorité, comme je dis, ça va être de travailler sur un peu des focus. Et donc, il y aura jamais de méthode, de technique pour tout révolutionner d'un coup et avoir le Hmm. sentiment que les tâches ménagères, c'est super léger, ça me prend très peu de temps et c'est super cool, tu vois. Mais on peut, si tu veux, aller étape par étape sur déjà ce qui bloque le plus. Est-ce que c'est le linge? Est-ce que c'est les Ouais. repas? Et voilà, tu viens de le dire. Par exemple, si les repas, c'est ton point noir, il existe des choses comme celle dont tu as parlé, de planification des repas, qui peuvent fonctionner. Après, si ça fonctionne pas pour toi, il faut chercher d'autres solutions. Moi, j'ai toujours, enfin, tu vois, par exemple, la planification au mois, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Par contre, j'arrive Hmm. bien à faire la planification à la semaine. Chacun est différent. Bien sûr. Donc déjà, voilà, peut-être se demander un peu, c'est quels sont les points les plus noirs, parce que finalement, elle a peut-être ce sentiment que c'est très compliqué, alors que ça va être surtout sur, je sais pas, le linge et le ménage. Ouais. Et que si elle solutionne un peu plus ça, bah tout va rentrer un peu plus dans l'ordre, en tout cas au niveau du ressenti. Hein. Là, je parle du ressenti, peut-être, j'aurais dû le préciser. Ensuite, ce que tu disais en introduction du podcast, c'est aussi de se demander, est-ce que je peux être aidée? Ouais. Par qui? Comment? Et il y a parfois des périodes de vie où on a plus besoin d'être aidé. Tu vois, genre quand il y a la naissance d'un enfant, quand il y a un déménagement, quand il y a une transition professionnelle, c'est des périodes où on a beaucoup plus besoin d'aide et où Hmm. parfois on peut aussi accepter de prendre de l'aide extérieure, comme par exemple prendre une femme de ménage. Souvent on prend pas, comment dire, prendre une femme de ménage c'est un sacré budget. Mais parfois, peut-être que pendant 2, 3 mois, prendre une femme de ménage, ça peut un peu nous soulager. Voilà. Alors, moi, je vais juste mettre un bémol parce que Ouais, justement, bien on sûr. dit souvent, on dit que c'est un sacré budget. Je pense que maintenant, avec le crédit d'impôt qui est immédiat, c'est pas un sacré budget tant que ça. Et je pense que de s'offrir 2 heures de ménage par semaine, ça revient à peu près à une centaine d'euros par mois. Ça peut être un petit bonus et ça va permettre de gagner pas mal de temps. Donc, il ne faut pas oublier que maintenant, on a quand même le crédit d'impôt immédiat et ça réduit vraiment, vraiment la charge. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. Il faut y penser. Et ça, des fois, on n'y pense pas. On se dit, ah ouais, c'est très, très cher. Mais le crédit d'impôt aide énormément. Et il me semble, alors je ne sais pas, peut-être tu as plus d'infos, Aurélia, euh, et à voir que à la naissance d'un enfant, et je crois particulièrement pour le troisième, on peut avoir des aides de la CAF pour justement avoir des personnes qui viennent nous aider pour le quotidien. Mais ça, je crois qu'il faut s'y prendre très très tôt. Il y a un budget. Moi qui ai eu mon troisième enfant, c'était en fin d'année, il n'y avait plus trop de budget, donc j'ai pas pu avoir tout ça. Mais c'est des possibilités. Donc juste y penser, s'y prendre un peu plus tôt et pour pouvoir profiter de tout ça. Donc voilà, il y a quand même des aides et des choses qui permettent de réduire cette charge financière. Tout à fait. Et en fait, c'est la manière dont on priorise les choses. Après, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, on a pas mal d'aides. Maintenant, on peut traverser une période de sa vie où 100 euros par mois, c'est très On compliqué. est d'accord, on est Voilà. d'accord, bien Donc, du entendu. coup, il y a cette question de prioriser aussi, de se dire, OK, moi, dans ma vie, en règle générale, j'ai pas envie de prioriser un budget pour du ménage. Mais par Mm, contre, mm, mm. peut-être que là, pendant 2, 3 mois, ça serait bénéfique pour tout le monde. Voilà. C'est ça un peu que je voulais Tout à dire. fait. Et rien n'est figé, on est d'accord. Voilà, ça ne veut pas dire que je prends une femme de ménage, je vais la garder à vitam aeternam. Voilà, ça peut être Voilà. sur Parce 2, 3 mois qu'aujourd'hui, pour aider, remettre de l'ordre, des choses comme ça, par exemple. Mm. voilà, aujourd'hui, il existe des tas de entreprises de prestation de services où tu peux faire venir quelqu'un même pour 3 fois, tu vois. Donc Tout à fait. bon, voilà. Si je referme cette parenthèse, donc il y a aussi l'aide familiale. Est-ce Mm. que j'implique les membres de ma famille? Est-ce que je me surcharge pas? Bon, alors on va pas rentrer parce que c'est un très long sujet, un très long débat Ouais. de dire bah voilà je fais moi-même parce que, enfin on me reproche que je fais moi-même parce que sinon c'est pas fait comme j'aurais envie, etc. Bon là-dessus je pourrais en parler des heures, surtout avec les adolescents où on veut les impliquer. C'est fait, les adolescents ou pas. Moi, ma fille débarrasse la table, les assiettes sont dans la vaisselle d'une manière un petit peu improbable. Voilà, on connaît tous ça. Bon, je pense pas qu'on ait le temps de rentrer dans le sujet, mais en tout cas, quand même se demander est-ce que je peux impliquer davantage les membres de ma famille dans les Mm. tâches ménagères, les tâches du quotidien. Ça reste important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et ben donc après, voilà, la question des routines.
je pense que quand on a une routine, ça, c'est quand même plus fluide. Donc, si à un moment donné, parce que ce qu'elle disait aussi dans la question, si je me souviens bien, c'est qu'à un moment donné, en fait, ça vient trop, 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 et puis pouf, elle arrive plus, elle baisse C'est les ça. bras, et puis bah forcément, si je baisse les bras, ça ne fait que continuer à s'accumuler. Mm, 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 D'accord. Donc, je pense que si à un moment donné, on baisse les bras, c'est que la routine, elle fonctionne pas, et que du coup, il y a eu trop, trop, trop. Donc, il faut vraiment réinterroger la routine. Et dans les aides, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être aussi des aides de robots, entre guillemets. Je sais que moi, par exemple, il y a très, 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 très longtemps, il y a une dizaine d'années, je me souviens que mon mari devait être en déplacement pendant très, très longtemps et j'étais pas à cette époque habituée à ça. Donc, un peu, que deux enfants à cette époque-là, un peu stressée. Et je me suis dit, comment je vais faire pour les repas? Et ben, j'ai investi parce que je pouvais me le permettre à ce moment-là, dans un super robot, justement, où tu mets tout et tout, que, voilà, et ça prépare un petit peu tout ça, toute la nourriture. Donc ça m'a bien aidé. Et puis, autre truc qui m'aide, alors il y a les robots aspirateurs aussi qui peuvent aider. Moi, ça, j'ai pas parce que je suis un petit appartement, mais on a un balai aspirateur et c'est vrai que ça nous aide dans le quotidien, c'est-à-dire que bah, c'est très léger, tout le monde peut le prendre, c'est accessible, et puis ça permet de passer un petit coup de nettoyage régulièrement et d'avoir un appartement qui est, voilà, on arrive, c'est propre, quoi. Mm. Et pareil, j'ai investi aussi dans tu sais, un balai serpillière. Et pareil, ça évite là, de tout sortir. J'en avais marre quoi, de sortir le seau, le tout. Donc oui, c'est des investissements, mais ça m'allège beaucoup dans le quotidien et ça m'aide énormément. Et ça, voilà, qui dit investissement, ben il y a eu des moments où ben, j'ai économisé pour pouvoir m'offrir ça Mm. et m'aider dans le quotidien. Donc, est-ce que tu as d'autres peut-être idées d'outils comme ça qui peuvent soulager, qui peuvent aider? Après, c'est vrai qu'il y a plein, plein de choses et c'est difficile de faire une liste parce que Hmm, voilà, il y a tous ces outils un peu robots, etc. Mais moi, ce que j'aurais t'es envie de pas dire à fan? Féronie, comment? T'es pas fan de tout ça? Si, si, je suis fan, mais pour moi, ça va t'aider si justement t'es reparti sur une base saine. En fait, quand j'entends Ouais, quelqu'un comme, enfin, je connais pas d'accord. Féronie et elle a dit que quelques éléments, mais en fait, ce que j'entends, c'est beaucoup de découragement, le sentiment Ouais. d'être dépassé, tu vois. Et en fait, ce que j'aurais envie de dire aux personnes, aux autres mamans qui se sentent comme elle, c'est que on est sur un chemin. En fait, moi personnellement, j'ai 37 ans, deux enfants, mon organisation des tâches ménagères, elle est pas parfaite et parfois je ressens la même chose qu'elle. Hmm, hmm, hmm. D'accord? Je pense qu'on passe tous par des phases où on peut ressentir ça. Donc, en fait, il faut, à un moment donné, se remotiver, se dire, allez, je prends une grande respiration. C'est pas inéluctable. D'accord? Je peux Ouais. me sortir de ça. Mais ça va prendre du temps. Encore une fois, je reviens sur ça va prendre du temps. Il faut qu'elle choisisse un endroit où elle se dit, je commence par travailler ça. Tu vois? Hmm. Pour que ça soit plus facile. C'est les tâches ménagères, ça nous gonfle tous, ça nous prend tous du temps, ça nous pèse Carrément. tous sur la charge mentale. Mais si ça devient quelque chose qui nous compresse, qui nous décourage, qui nous angoisse, c'est que là, il faut travailler la base en fait. Et excuse-moi, du coup, c'est pas parce que tu auras un aspirateur On est d'accord. machin que ça va changer le problème. Ça, Ok, c'est ouais, tout plein ouais. d'outils que tu peux mettre en place une fois que ta base elle est saine. Hmm, hmm. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais carrément, et c'est bien Et bien sûr, c'est des super outils, mais il faut retravailler sur la base saine. Et parfois, il faut accepter, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais de se faire accompagner par un Mais professionnel. bien sûr, Que mais ce soit un carrément. professionnel de l'organisation, de la parentalité, parce que c'est aussi un sujet bah, complètement en lien avec la parentalité, pour un peu se sortir du truc et repartir sur des bases saines. Et avoir un regard extérieur, parce que des fois, on n'arrive plus justement à Exactement, voir où il y a exactement. les irritants, les Ouais, stresseurs. Et ouais. ouais, ça aide justement, parce que une Mais après, on personne qui travaille n'arrive tous plus. au quotidien. Personnellement, je sais que moi, bah, tu vois, je suis comme toi. La lessive, c'est un truc qui roule. Mm. Voilà. Je te dis pas que ça me, des fois, j'ai des panières de linge à plier. J'en ai deux, trois parce que j'ai pris du retard parce que ceci, cela. Mais globalement, ça roule. Par contre, moi, c'est les repas, la gestion des repas, la gestion des courses. J'ai l'impression que ça fait 4 ans que, voilà, je teste plein de trucs. Il y a des périodes, je trouve que j'ai trouvé le bon mode de fonctionnement. Puis, ça va plus. Ça, c'est, chez moi, c'est des trucs que je dois tout le temps retravailler, mais je lâche pas l'affaire. Mm. Je lâche pas l'affaire. Et surtout quand à un moment donné, ça commence à devenir trop problématique chez moi, c'est-à-dire que vraiment,
je suis devant mon placard en me disant purée, il y a rien, j'ai déconné, j'ai pas fait de menu, etc. Je me dis mais c'est que je m'y prends pas de la bonne manière et je retente une nouvelle manière. Mm, mm, mm. Et puis, on évolue aussi, enfin, la vie évolue, nos enfants vont grandir, donc peut-être qu'à un moment, bah, Mm, il était dans la diversification et c'était pas les mêmes mm, choses, on n'achetait pas les mêmes produits, et puis maintenant, il va manger comme nous, donc il faut peut-être acheter un petit peu plus au niveau mm. quantité, et puis on n'est pas habitué à ça. Enfin, c'est pour ça, c'est un perpétuel mouvement, et il faut régulièrement réfléchir à une nouvelle organisation. Voilà, C'est ça. donc Il faut régulièrement se poser et se c'est ça, réinterroger sur les enjeux, les objectifs, les c'est ça. solutions. Parce que comme tu dis, mais oui, nos enfants changent tellement vite. Mm. Enfin, là, moi, je vois le deuxième, il a 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, mais tous les 3 mois, mon organisation du Et quotidien, elle oui. change. Tu vois, entre le nourrisson, la période où il commence à marcher, la période où il est gardé, enfin, tu vois, je veux dire, forcément qu'on doit beaucoup changer. Et c'est Mm. vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie aussi de se poser et de s'interroger sur ce qu'on a mis en place et ce qu'on peut mettre en place. Et on n'oublie pas que c'est de l'énergie qu'on prend qui va nous permettre justement d'alléger le quotidien et Tout à notre fait. charge mentale. Donc, Mm, c'est pas perdu. Oui, mm, ça demande de l'énergie, mais on en gagne énormément. c'est ça. Févronie a une autre question. Elle te demande quelles sont les astuces pour motiver des enfants de 5 ans et demi à ranger leur chambre. Je peux à peine rentrer dans leur chambre tellement ils en mettent partout. J'adore, Ça va j'adore. parler, ça va parler. Bien sûr. Là, on est au cœur de ce que je peux rencontrer dans mon métier, d'ailleurs. Ça, mais Euh, là, tu vois, on serait en live, je pourrais filmer. Je pourrais te montrer, voilà, montrer à tout le monde la chambre de mon fils. Je peux à peine poser les pieds par terre parce qu'il est en plein jeu de Lego et non, de Playmo. Il a tout sorti. Enfin, il y en a partout. Donc voilà, c'est mon cas aussi. Alors, je vais donner des conseils sur 2 bases pour Févronie. Donc, la première chose, encore une fois, je répète, pour que les choses fonctionnent, il faut une base saine. Donc, Mhm. déjà, est-ce que dans la chambre de ton enfant, il y a un rangement suffisant et approprié? Parce que si tu demandes à ton enfant de ranger, mais que finalement, il a que 2 tiroirs pour ranger tous ses jouets, forcément, ça marche pas. Pareil, Ouais. est-ce qu'ils sont appropriés? Appropriés à son âge, appropriés au type de jouet. Tu parles des fameux Lego, on connaît. Alors moi, j'ai pas les Lego, moi j'ai les Playmobil. Tu vois, bon, c'est un Mm. peu dans le même esprit. Qu'est-ce que tu as prévu comme rangement pour ranger les Playmobil, les Lego, le circuit de voiture, tous les trucs de poupée, j'en sais rien. Est-ce que c'est intelligemment pensé, avec peut-être des étiquettes, Mhm. avec des accessoires, donc des boîtes, des paniers, des choses comme ça, qui sont suffisants pour ranger. Tu vois, il y a tout ça. Il faut se demander, est-ce que le rangement dans la chambre, déjà, de base, il est suffisant et approprié? Et accessible aussi pour l'enfant pour qu'il puisse ranger en autonomie. Tout à fait. Quand je parle d'approprié, effectivement, je parle Mm. d'accessible. Et s'il doit tout ranger dans une commode un peu en hauteur, bon bah c'est forcé que c'est loupé, tu vois. Mm, Voilà. mm. Et la deuxième chose dans cette base saine, c'est aussi est-ce que le volume de jouets est cohérent? Cohérent, ben ouais, ouais. Alors cohérent par rapport au nombre d'enfants, cohérent par rapport à l'espace dans la chambre et cohérent par rapport aux besoins de l'enfant. Mm. Et là intervient le désencombrement, le tri. Combien de fois je rentre dans des chambres et en fait je trouve des jouets qui n'ont plus rien à voir avec l'âge de l'enfant. Mm, Parce mm. qu'il n'y a jamais de tri qui est fait. Je te parle même pas des jouets qu'ils n'utilisent plus parce que Ouais. ça les a désintéressés. Mais quand tu vois des jouets de bébés, tu sais, d'éveil, là, de premier âge, dans une chambre d'enfant de 5 ans, euh, alors oui, Mm. si tu veux, on va me répondre, oui, mais des fois, il aime bien, il joue avec, il le ressort. Oui, une fois tous les 3 mois. Et en même temps, à côté, il a d'autres dizaines de Mm. jouets. Donc, trier, désencombrer, c'est aussi essentiel pour avoir un volume de jouets qui est cohérent. Après, cohérent, c'est propre à chacun, Ouais. mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger là-dessus. On rentre dans des chambres d'enfants aujourd'hui, il y a une quantité de jouets aussi qui pose question quand même, à mon sens. Mm. Je rigole parce que c'est exactement notre cas. C'est la succursale de Jouet Club, quoi. Alors Mm. pourquoi? Parce qu'il a deux grands frères. Mm. Et en fait, il a récupéré pas mal de trucs de ses grands frères. Et
c'est énorme. Je pense que voilà, ce serait un enfant unique, il aurait pas probablement pas autant. Donc je fais régulièrement un désencombrement, mais la chambre est surchargée, surchargée. Ouais. Donc ouais, ça c'est pas évident. Donc, Donc ça, ouais, c'est un vrai on peut sujet les sur, encombrer aussi en voilà. faisant tourner les jouets, finalement, Alors aussi. oui, alors ça c'est une super astuce moi que j'adore et notamment qui peut aider un petit peu à se séparer de jouets quand c'est un peu Ouais, difficile ou pour c'est ça la qui est maman ou compliqué. pour l'enfant. Ben oui. Ce système de rotation de jouets il est génial. Donc avoir une caisse, voilà, on peut entreposer quelque part un endroit de stockage, enfin un Mm. placard, etc. Et on va faire une rotation des jouets. Premièrement, ça réveille leur intérêt pour un jouet qu'ils n'avaient Bien plus sûr. dans leur chambre pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Et deuxièmement, justement, ça peut permettre de acter qu'un jouet n'a plus sa place dans la chambre de l'enfant. Mm. Je remets un jouet que j'avais rangé pendant 2, 3 mois, il y joue sur le coup, mais après je le revois plus y jouer pendant les semaines à venir. Ce jouet peut sortir de la chambre. Mm. Le bonheur d'un enfant ne dépend pas de la quantité de jouets qu'il possède. Ouais. Donc, oui, bien sûr qu'on a envie qu'il ait un certain nombre de jouets, parce qu'aussi on a envie qu'il joue en autonomie et qu'on ait des temps pour nous. Mais c'est pas plus il y a de jouets, plus il va jouer de manière autonome, plus il va être heureux. Non. Hein, en général, il a ses 4-5 jouets préférés qui occupent 80% de son temps, plus d'autres types de jouets aussi, parce qu'il y en a que nous, on aimerait bien qu'il joue plus avec. Mm. Voilà, mais vraiment, la quantité de jouets, c'est un vrai sujet. Et à l'approche de Noël, C'est ça. je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Il y a Mm. plein de choses qui peuvent être mises en place. Minimiser le nombre de cadeaux de Noël. Je dis pas qu'il faut offrir 3 cadeaux de Noël, mais faire des listes à sa famille pour éviter qu'il nous offre le truc qui est nul, quoi, qui prend une tonne de place, qui est nul. Euh, des choses comme ça. S'interroger. Et pareil, est-ce que les enfants ont vraiment besoin d'avoir accès à un catalogue de jouets pour choisir leurs jouets? Est-ce qu'en fait, ils savent pas déjà ce qu'ils veulent? Enfin, moi, je trouve ça terrible, ces catalogues de jouets. Moi, je mets un catalogue de jouets à ma fille de 7 ans, elle va cocher 1 millier de trucs, mais elle jouera jamais avec. Alors que si je lui Mm. demande de quoi est-ce que tu as envie pour Noël, elle sait très bien me répondre. Mm. Mm. Bon, allez, je passe ça C'est parce que un grand débat, oui, c'est je très, très, pourrais très développer. intéressant. Mais Donc, je carrément. vais quand même revenir sur comment motiver son enfant. Donc, pour moi, il y a 3 pistes. Premièrement, c'est Mhm. la démonstration. La démonstration, en fait, on fait avec lui. C'est facile, c'est ludique, surtout pour un enfant de 5 ans et demi. En fait, l'enfant de 5 ans et demi, il va pas du jour au lendemain savoir comment ranger, trouver C'est ça, c'est pas. bah non, pas du tout. Donc voilà, vraiment la démonstration, on fait avec lui, c'est facile. Et parfois on reprend, même s'il a 9 ans, si c'est un point bloquant, si c'est fastidieux, et ben peut-être que on se dit bon ok, je lâche sur mon exigence qui range tout seul et je reprends un peu de ranger avec lui. D'accord? Donc Ouais. la démonstration, et puis la démonstration, l'exemplarité. Hein, comment tu ranges ton salon? Mm, 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 Ta mm. chambre elle est rangée? Tes fringues, ils sont rangés. Moi, personnellement, je suis pas très douée pour ranger mes fringues. Parfois, ils traînent un peu, donc j'ai pas l'exigence envers ma fille qu'elle range tous ses vêtements au carré. Hein. Mm. L'exemplarité, ça joue aussi. Et donc, on en vient sur le deuxième point. Pour moi, on peut motiver un enfant avec des exigences raisonnables et des attentes qui sont claires. Je m'explique. Oui, on a besoin là. Les exigences raisonnables. Alors, elle dit, oui, j'aimerais motiver mon enfant à ranger sa chambre, mon enfant de 5 ans et demi. J'ai le sentiment, je pense, mais je suis pas une experte en parentalité, que attendre d'un enfant de 5 ans et demi qui sache ranger sa chambre en toute autonomie, ça me paraît être une exigence un petit peu élevée. Après, je ne suis pas dans sa famille, je ne sais pas par où elle est On est passée, d'accord. le niveau de maturité de son enfant, etc. Mais ça me semble être une exigence un petit peu élevée. Voilà. Mm. Donc, oui, on peut demander à un enfant de ranger. Bien sûr qu'on peut demander à un enfant de ranger. C'est important de lui apprendre pour lui, pour vous, pour ce qu'on disait tout à l'heure que les enfants participent aux tâches ménagères. Mais on va définir qu'est-ce qu'on attend de lui Mm. pour ranger ses affaires. Par exemple, ça va être de dire, quand tu sors un jeu de société, ça doit être rangé tout de suite. Tu ne peux pas aller jouer à un autre jeu si tu n'as pas fini de ranger ton Mm. jeu de société. Parce qu'il y a des petites pièces, parce que ça se perd, ta. En revanche, si tu joues à tes Playmobil, ok, ou à tes Lego, t'as lancé une construction. Bien sûr que l'enfant, il a pas envie de défaire sa construction parce que là, il a Mm. fini de jouer, on l'appelle pour manger. Non, lui, il va vouloir rejouer demain à sa construction. Donc, si tu lui demandes de ranger tous ses Playmobil, tous ses Lego d'un coup,
Non, il aura pas envie, il va être hyper frustré. Donc, Mm. ça peut être de dire, OK, ta construction, elle peut rester en place. Par contre, tu me ranges dans la boîte toutes les petites pièces qui traînent à côté. Ça peut être aussi de définir des zones dans la chambre. Cette zone-là, OK, c'est ta zone. Tu peux y laisser, entre guillemets, le bazar que tu veux, tes constructions, un livre ouvert, un carnet de coloriage qui est sorti. Par contre, je veux que les autres zones, elles soient rangées. Je veux pouvoir accéder à ta commode facilement. Je veux Mm. pouvoir accéder à ton lit facilement sans avoir à marcher, à enjamber tout un tas de trucs. Voilà. Donc, on peut vraiment, et aussi, dans les attentes claires, c'est quand est-ce que j'attends de mon enfant qui range. Mm. Voilà. Est-ce que j'attends qu'il range à chaque fois j'attends qu'il range à chaque fois qu'il a terminé un jeu? Est-ce que j'attends qu'il range à la fin de la journée? Et ça, c'est pareil, ça va être approprié à l'âge de l'enfant. Encore plus chez les jeunes enfants. Bien sûr. Voilà. Et le dernier point, on va retrouver les routines. Si vous Eh n'avez oui, pas retenu mon histoire de routine à la fin de cet épisode. ça ne va pas. Donc, voilà, les routines, c'est un peu ce que je viens de dire. À quel moment je range ma chambre? Il y a les petites routines de rangement immédiat, les petites routines de se dire, bah voilà, pendant que je prépare le repas, les enfants, pendant 5 minutes, vous faites un petit coup de clean dans la chambre. Et Mm. une fois par semaine, on le fait ensemble, surtout chez les enfants en bas âge. Tu peux pas maintenir une chambre bien rangée, désencombrée, si tu participes jamais au rangement de tes enfants. Mm. Je pense pas. D'accord? Donc voilà, quelles sont les routines qu'on met en place, qu'on peut mettre en place pour que lui, ça devienne un réflexe, ça soit plus facile, etc. Voilà un peu les 3 dimensions sur lesquelles on peut travailler pour motiver un enfant. Je suis pas rentrée dans le côté jeu, mettre en place des jeux, etc. Parce que c'est vrai que j'ai pensé plus organisation, mais évidemment, quand je parlais de démonstration, c'était ça, quoi, montrer que on peut le faire en rigolant, on peut mettre un chrono des fois. Les enfants, ils adorent les chronos. Bien sûr, Tu ben, vois. c'est leur univers, c'est le jeu, le challenge. C'est Donc, oui, ça, oui, ça c'est fonctionne bien. ça. C'est qui range le plus haut, c'est qui range de telle façon. On range à cloche-pied, tu vois, il y a plein de trucs Mm. comme ça aussi pour mettre du jeu dans le rangement. Mm. Tout à fait. Alors déjà, on a des bonnes bases et je vais les appliquer moi aussi. On a une question de F. Elle dit, je suis très conservatrice. On en a parlé justement avec les jouets là, des enfants. Mon mari aussi, sauf qu'acquérir des nouvelles choses sans en enlever d'autres fait qu'on est envahi par plein de choses à nous, aux enfants. Il n'y a plus de place. Mes parents sont conservateurs également. Chez eux, mes enfants jouent à des jouets qui m'appartenaient petite et je compte bien faire la même chose avec mes futurs petits-enfants. Mais j'aimerais ne pas trop garder, ne pas tout garder. Sélectionner les jouets préférés, durables. J'ai malgré tout un pincement au cœur de me séparer d'une partie. Ma question serait, comment arriver à se détacher sentimentalement des objets pour s'en séparer sans regret? Et quoi en faire? Pas à l'aise avec la vente, pas à l'aise avec l'idée d'encombrer la poubelle. À qui donner pour s'assurer d'une deuxième vie ailleurs? Merci. C'est un grand sujet et on voit bien là tout le côté Mm. sentimental qu'on peut accorder aux objets. Mm. Complètement, complètement. Ça, c'est aussi un vrai sujet que je rencontre dans, on va dire, Mm. 80% des missions quand je vais chez les gens, qu'il y a du désencombrement. On travaille énormément le rapport à l'objet. Ouais. Voilà. Donc, et là, j'ai pas une formule magique à dire pour que tout d'un coup, elle se sente plus légère dans son acte de se séparer de certains objets. Il faut un peu, c'est un peu un travail psychologique. Se demander qu'est-ce que ça représente ces objets pour moi, qu'est-ce que ça représente le bonheur. Il y a un livre qui est très bien, le fameux livre de Marie Kondo, que je peux lui conseiller de lire, où elle va parler de la place de la joie dans le rapport à l'objet. Est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Parce que c'est quand même un cheminement de travailler là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un cheminement. Moi, j'ai un autre livre, je ne sais pas si tu l'as lu, Oui, L'art de l'essentiel de Dominique Laureau. tout à fait. Un très bon classique aussi. Très, très bon classique. Oui, donc voilà. Donc il y a des livres, effectivement, qui peuvent être pas mal pour cheminer. Qu'est-ce que j'allais dire autre chose et j'ai perdu le Désolée, je t'ai fil. arrêté du coup. C'est pas grave du tout, c'est pas grave du tout. Ah bah oui, bah après si, j'allais dire, bah, faire appel à un professionnel aussi. Hein. Bien sûr, C'est ouais. tout l'objet. En fait, les gens se représentent assez difficilement quel est notre travail en tant que homme organizer. Mais notre travail, il est aussi bien dans des stratégies d'organisation que dans un accompagnement psychologique, dans une forme de coaching. Donc voilà, se faire accompagner par un professionnel.
Et après, je pense que aussi, encore une fois, il faut être bienveillant envers soi, il faut faire les choses pas à pas et donc apprendre à trier petit à petit. Au lieu de se dire oui, je ne veux me séparer de rien, donc j'y arriverai pas, donc je ne fais pas de tri, point barre. Mhm. C'est peut-être se dire, bah tiens, je vais commencer par trier par des choses toutes simples, qui n'ont pas d'affect. Je sais pas, Mhm. peut-être que je peux commencer à trier ma cuisine. Bon, après, si je suis très attachée à la vaisselle de famille, c'est pas la bonne exemple, mais Ouais. voilà, on a tous des zones quand même à peu près où on a moins d'affect. Donc, commencez par trier une zone où il y a moins d'affect. Parce que vraiment, ce que j'observe, c'est que quand on fait des tris chez mes clientes, en fait, au début, ça te prend une demi-journée pour trier un petit placard, et puis après, c'est bon, quoi. Ça y va, ça envoie, et on prend le rythme. Donc déjà, commencer à trier par des zones un peu toutes simples, toutes faciles. Peut-être même où on se dit non, bon là, je suis pas encombrée, j'ai pas besoin de trier. Je t'assure que si tu vas dans une zone, tu auras toujours des choses dont tu Mhm. peux te séparer. Donc ça, c'est intéressant. Se donner des objectifs, des petits objectifs, des petits défis, un pas à pas. Peut-être tout simplement s'occuper d'un petit placard qui est pas énorme, ou se dire bah tiens, vraiment j'aimerais vider cette pièce parce que maintenant j'ai des petits enfants, j'ai envie de les accueillir, donc c'est quand même un objectif hyper motivant, tu vois. Et enfin, pour ce qui est de donner, donc elle posait la question à qui donner. Alors, je pense qu'on Ouais. peut se renseigner tout à fait localement. Il y a plein d'associations fantastiques qui existent. Si on n'a pas envie de se casser la tête, de chercher, de choisir, il y a Emmaüs. Emmaüs, il y a des points de dépôt quand même à peu près partout. Je pense que Mhm. pour tout le monde, à part si tu habites vraiment dans des zones rurales très isolées, pour tout le monde, tu en as facilement un chez toi à 30 minutes. Voire si tu habites Mhm. en ville, tu vois. Donc Emmaüs, tu as des points de dépôt, c'est hyper facile. En plus, tu peux déposer quasiment, alors tout le temps, évidemment pas à minuit, mais tu as des horaires la plupart du temps très larges. Donc c'est hyper facile de déposer, premièrement. Deuxièmement, eh bien, c'est une association qui va soit revendre les éléments qu'on a donnés et elle va revendre grâce au travail de personnes qui ont cet emploi-là, qui ont soit des besoins de réinsertion, enfin voilà, des travailleurs qui ont des besoins spécifiques. Je sais pas très bien, Mhm. c'est pas mon domaine, pardon pour le langage inapproprié, mais des personnes en besoin, voilà. Ou soit ça va être donné à des personnes qui sont dans le besoin. Donc, Mhm. cette association, elle est vraiment géniale et elle est très accessible. C'est plus facile pour donner. Il y a un acte qui est dans de la bienveillance, c'est un acte utile aussi. Bien sûr, bien sûr. Bah, là, voilà, tu te dis, il y a une seconde vie pour ce C'est ça. que je décide de ne plus utiliser et une seconde vie pour des personnes qui vont être, voilà, qui vont être heureux d'utiliser Mhm. ces objets-là. Il y a toute la dimension écologique aussi qu'on peut y accoler parce que la seconde vie, bah, c'est moins de production. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment, je pense que et les gens, enfin, quand on fait les tris chez les personnes entre vendre, donner, jeter, bon, voilà, quand c'est à jeter, ça fonctionne plus, Mhm. mais les gens donnent facilement. Moi, je trouve que les gens donnent très facilement. Et vendre, ça prend du temps, hein, c'est fastidieux. Ouais, tout à fait. Quand tu veux vendre, t'entreposes encore pendant un moment, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il faut vraiment se poser la question de est-ce que c'est utile, c'est pertinent. Mhm. Mm. Et donner aussi, moi, par exemple, pour tout ce qui est livres, on a une petite association, une bibliothèque associative qui est pas très loin de l'école de mon fils. Et du coup, bah, de temps en temps, je vais donner quelques livres dont on n'a plus l'utilité. Et je suis contente de les voir dans les rayons, que des enfants les empruntent, voilà, que ça serve. Donc, il y a vraiment ce côté où j'arrive à voir cette seconde vie. Donc, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, bah, des jeux ou des jouets pour une ludothèque Mm. associative. Et ils ont besoin de tout ça. Donc, voilà, et on peut justement, si on profite de ces lieux-là, ben, on peut voir les objets qui ont une seconde vie et d'autres enfants les utilisent ou les empruntent et ça peut être top, quoi. Donc, Ouais. Ouais, au niveau local, il y a plein de super choses qui mm, existent. Franchement, tout il y a à plein de fait. chouettes choses. Il faut prendre un peu le temps de chercher, de se renseigner, mais il y a plein de super choses. Mm. Et pour terminer, peut-être un dernier conseil. Donc, par Ouais. exemple, elle m'a parlé de l'exemple, je veux garder des jouets pour mes enfants pour plus tard. Ils jouent avec mes petits-enfants. Je suis pas une ayatollah du désencombrement, du tri, faut rien garder. Je suis pas minimaliste. Donc, j'entends Mm. très bien ce discours-là. C'est ses envies et pour moi, il y a aucun souci. Un petit tips très rapide
pour éviter de se retrouver avec un millier de jouets que j'ai gardés, qui m'encombrent et qui me prennent la moitié de mon garage, c'est la technique des contenants. En fait, un Oui. contenant, c'est quoi? C'est une boîte, c'est un panier. Ça va te permettre de limiter ce que tu veux contenir. D'accord. Donc, par exemple, elle peut se dire, eh bien, je me fixe de garder un volume de jouets qui rentre dans 2 boîtes de stockage. Mm. Exemple, hein, 2 boîtes, voilà. Et donc, en fait, je sais pas du tout quel âge ont ces enfants, s'ils sont déjà grands ou pas. Mais par Non, non. exemple, pendant les 4 premières années, elle va mettre les jouets comme ça, dès qu'elle trouve un jouet, ah, celui-là, j'ai envie de le garder. Et puis, au bout de 4 ans, ces 2 boîtes, elles sont remplies. Et Mm. là, ils vont se poser, ils vont regarder les 2 boîtes, et en fait, avec du recul, ils vont se dire, ah, c'est vrai que j'avais mis ce jouet-là. Bon, en fait, au regard des autres jouets que j'ai mis, celui-ci, tu jouais pas tant que ça. Mm. T'avais pas d'affect particulier avec. Et donc, du coup, je trie, j'enlève des choses et je refais de la place dans ces 2 boîtes pour d'autres jouets. Donc voilà. Et ça, cette technique des contenants, elle marche pour plein de choses. Les dessins C'est-à-dire, des enfants. exactement, exactement. Voilà. La boîte de souvenirs, Ouais. mais même dans le quotidien, je veux dire, par exemple, dans ses courses alimentaires, dans les stocks, enfin, se dire, où est-ce que je vais ranger les choses? Quelle place j'ai? Que ce soit Mm. une étagère ou un contenant. Quand je dis des contenants, ça peut être une étagère, peu importe. Et on se limite. Non, je ne sors pas de cette zone ou de ce Ouais. contenant. Tu vois? Et donc ça, c'est un bon tips pour Carrément. se cadrer. Carrément. Merci. On a une question de Claire, hein. Donc elle te remercie aussi pour ce thème très intéressant. Et elle a 2 questions. La première, donc ils ont dans leur entrée un placard, le fameux placard fourre-tout, donc qui est peu pratique en plus et souvent encombré. Et elle se demandait comment ranger et organiser au mieux cet espace. Donc ça, c'est sa première question. Et j'enchaîne peut-être pour la deuxième, comme ça Mhm. peut-être tu. Et donc elle aimerait, il y a un déménagement qui est prévu. Elle aimerait anticiper et organiser un déménagement pour une famille de 3 enfants. Ok. Alors déjà, sa première question, alors là, j'adore. Moi, c'est tout ce que j'adore dans mon métier, c'est-à-dire le fameux placard fourre-tout. Mhm. Ou Donc là, l'étagère ou la boîte, hein, on a tous un truc oui, fourre-tout, hein. voilà, exactement. Mais surtout dans l'entrée, en plus, Mm. lieu très stratégique, l'entrée, hein. Il y a quand même des Mm. lieux très, très stratégiques. Donc là, il y a les 3 étapes. Alors, c'est des choses dont je partage, dont je parle souvent sur mon compte Instagram. Donc, les 3 étapes principales quand on veut réorganiser une zone, l'optimiser, en tout cas ne plus en faire un truc fourre-tout où on se repère plus. Premièrement, la première étape, c'est désencombrer. Donc, il va falloir faire un tri. On sort tout. Il faut tout sortir d'un coup. Vraiment tout, tout, tout. Et ensuite, soit on pose par terre, soit on a une grande table à un endroit où on peut voir tout ce qu'on a sorti Mm. et on va catégoriser ce qu'on a sorti. Je regroupe ensemble, donc si c'est un placard d'entrée, je sais pas, les chaussures, je regroupe ensemble les accessoires de type bonnet et gants, je regroupe ensemble, peut-être dans l'entrée, il y a des papiers. Enfin voilà, on va créer des catégories. Et une fois qu'on a ces catégories, on va trier chaque catégorie. On se rend mieux compte. Parce que parfois, les choses, si on trie en sortant comme ça, eh ben, on se rend pas toujours compte qu'en fait, le bip du parking, là, qui est dans l'entrée, on l'a en 6 exemplaires. Mm. Parce qu'en fait, on l'avait perdu, on le rachète à chaque fois. Et tu vois, Ah, mais on il se rend était pas là! compte. Voilà. Alors que si tu catégorises bien quand tu sors tout, là, tu as tout ensemble et tu dis, ah ouais, mais pourquoi est-ce que les enfants, ils ont... Enfin, mon fils, il a 5 écharpes. Est-ce qu'il a besoin d'avoir 5 écharpes? Tu Ouais. vois, quel est l'intérêt? Donc, voilà. Oui, tu l'as Donc, on fait va vraiment... récemment en story où Oui, tu t'es rendu je l'ai compte fait. que ton C'est fils vrai. avait, oui, c'est ton fils qui avait, je sais plus combien de manteaux, et tu as Ouais, dit, mais non, en fait, il n'a exactement. pas besoin d'autant de manteaux, quoi. Ah ouais. Parce qu'on me donne beaucoup et ça, enfin, quand on vous donne des choses, à la fois, bien sûr, c'est super, mais il faut savoir dire non des fois, ou en Mm. tout cas, il faut savoir vite retrier derrière. Mm. Donc voilà, on commence par un désencombrement par catégorie et aussi on va réinterroger, est-ce que ce que j'ai dans ce placard, c'est vraiment l'objectif de le ranger dans ce placard? Mm. Tu vois, tu peux trouver enfin, c'est un placard d'entrée, donc a priori, je sais pas, si tu y ranges tes serviettes de toilette, il y a peut-être une question à se poser. Oui. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'optimiser l'aménagement de ce placard. Peut-être que dans ce placard, il va falloir un petit peu créer des aménagements. Donc, je ne sais pas, rajouter une étagère, poser une tringle parce que comme ça, tu peux mettre tes manteaux sur cintre ou poser des patères, acheter des boîtes dans lesquelles ou des paniers dans lesquels tu vas ranger des choses, acheter des étiquettes. Voilà, il y a plein de petites choses que tu peux mettre en place pour optimiser l'aménagement de ton placard. Mm.
Tu vois, si tu as trois pauvres étagères espacées de 100 centimètres, bah, c'est dommage. Tu perds de la Mm. place, tu perds du rangement, etc. Et enfin, la troisième étape, c'est pérenniser le rangement. Pour pérenniser le rangement, je recommande toujours d'avoir un plan de rangement. Le plan de rangement, c'est quoi? C'est quelque chose, encore une fois, on va se poser et on va réfléchir à la meilleure manière de ranger dans ce placard. Par exemple, je vais penser aux chaussures, vu qu'on parle de l'entrée. En général, on a les chaussures qu'on utilise un peu au quotidien. On a quoi, 3, 4 paires. Ça dépend des gens. Et puis, on a toutes les chaussures qu'on utilise moins souvent, les bottes de pluie ou, par exemple, une très jolie paire de talons qu'on met en soirée, etc. Eh bien, a priori, si on peut se le permettre, on va avoir deux logiques de rangement différentes. La logique de rangement pour les chaussures que je vais sortir tous les jours, qui doivent être hyper accessibles, qui doivent être tout devant, à un niveau accessible, et puis une autre logique de rangement pour les autres chaussures. Je vais éviter de mettre tout en haut le panier avec les écharpes et les bonnets des enfants. Voilà. Donc on Ouais, peut les vraiment achats en plein été. Bien entendu, exactement. On peut avoir une rotation, tout à fait. Tu as bien raison. Donc, on peut faire un peu un plan de rangement. C'est pas très compliqué, hein. Ça prend 10 minutes. On dessine son placard. On se dit, bah voilà, je vais plutôt ranger ça là, ça là. On s'assure que tout a une place. Ce fameux mantra, une place pour chaque chose, une chose pour chaque place. Voilà, les 3 étapes, désencombrer, optimiser, pérenniser le rangement. Et là, à partir de là, tu repars avec une base saine et normalement, ça devrait fonctionner. Après, ces petites choses de réorganisation, la première fois, ça va prendre du temps. Par contre, je conseille, surtout dans une zone comme une entrée, de le refaire régulièrement. C'est-à-dire, par exemple, à minima 2 fois dans l'année au changement de Ouais. saison. Tu vois. Mais là, si tu le fais régulièrement, ça te prend beaucoup moins de temps. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu as des petits conseils justement pour anticiper et organiser son déménagement? Oui, alors effectivement, le déménagement, la question du déménagement. Ouais. Alors qu'on ait 3 enfants, qu'on en ait un, qu'on en ait 10, qu'on soit en couple, ou etc. L'enjeu, là, on va retrouver mes fameuses composantes, c'est l'anticipation et la planification. Donc, il faut vraiment se faire un rétro-planning de ce que l'on doit réaliser pour arriver au jour J à tout qui est mis en carton correctement. Voilà. Donc, qu'il nous reste 3 semaines, 5 semaines ou 9 semaines, il faut se poser et voir ce rétro-planning. Dans la manière d'organiser ce rétro-planning, je peux donner 2, 3 conseils qui me viennent à l'esprit. C'est en fait, on va commencer par une première phase de tri et de désencombrement. C'est tellement dommage le nombre de familles que je vois, chez qui j'interviens, et qui me disent, ah, mais en plus, on a déménagé il y a 3 mois. Et vous avez emmené tout ça dont vous vous servez plus, c'est dommage, parce que il était là le travail. Donc il y a une première phase où on va un peu trier, désencombrer, enfin on va désencombrer, se séparer de tout ce qu'on n'a pas envie d'emmener dans cette nouvelle maison, dans ce nouveau départ. Voilà. Donc ça, évidemment, ça va être tout au début de son rétro-planning. Et ensuite, il va falloir procéder par étapes pour la mise en carton. Et là, je recommande. Premièrement, on commence par les pièces qu'on utilise le moins et on va vers les pièces qu'on utilise le plus. On fait un premier tour où on va mettre en carton tout ce qu'on utilise pas quotidiennement, pas régulièrement. Donc, par exemple, je commence par, je commence. À un moment donné, je fais la chambre des enfants. Je peux déjà mettre en carton un certain nombre de jouets, un certain nombre de livres, etc. D'accord? Ça, c'est souvent au moins 1 mois et demi à l'avance, des choses comme ça. On va commencer tranquillement. Donc, on fait ce tour de mettre tout ce qui n'est pas utilisé régulièrement ou quotidiennement en carton. Et ensuite, on aura un deuxième tour où là, on va commencer à mettre en carton tout ce qu'on utilise, tout le reste, tout ce qu'on utilise quotidiennement et régulièrement. Et on va garder comme si on partait en vacances. On ne garde que ce dont on a besoin comme si on partait en vacances. Et on commence de la pièce qu'on utilise le moins vers la pièce qu'on utilise le plus, ou les zones. Et dernier conseil. Ça, du coup, le dernier tour est garder ce dont, 1, 2, 3, 4, ce dont on a besoin, comme si on était en vacances. C'est Ouais. quoi? C'est 15 jours avant. Exactement. Après, on peut pas dire une date précise parce que ta maison, elle fait 200 mètres carrés ou tu habites dans un studio, où vous êtes 8 ou vous êtes 2 à la maison. Ouais. Voilà. Mais grosso modo, oui, c'est dans la quinzaine de jours avant. Ok. Et enfin, le dernier conseil comme ça rapide que je peux donner, c'est dans la mise en carton,
Bien entendu, ça, on note dans quel carton, dans quelle pièce doit aller le carton. D'accord? Est-ce qu'il doit être dans la chambre, dans la cuisine, etc. Et surtout, on peut faire un système de trois catégories de cartons. Et ça, c'est facile parce qu'en fait, on va le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que les premiers cartons qu'on fait, par exemple, on peut leur mettre le chiffre 3, on s'en fout, peut-être un mot ou un chiffre, et on saura que le 3, c'est tous les cartons qui concernent des choses qu'on utilise assez peu, en fait, et que donc on n'a pas du tout besoin de les déballer prioritairement. Parce que dans un déménagement, il y a aussi l'emménagement. Eh oui. Ensuite, on a les cartons où on va noter le 2. Donc le 2, c'est tout ce qu'on utilise peut-être un peu plus régulièrement, mais dont on n'a pas forcément besoin, tu vois, dans les premiers jours de son emménagement. Et le 1, eh ben, c'est évidemment tout ce dont on a besoin rapidement. Donc voilà, on va vite avoir envie de remettre en place les serviettes de toilette, les éléments de cuisine, des jouets des enfants, tu vois, des choses comme ça, où on se dit que dans les 2 semaines où on a emménagé, il faut absolument que ça soit rapidement déballé. Voilà les petites choses que j'ai pensées. Mais carrément, mais carrément. Je pense que ça va bien aider Claire dans son déménagement. Ok, on a fait le tour. C'était passionnant. Ultra intéressant. Je vais essayer de résumer sur les points essentiels et ce qu'il y a à mémoriser et à garder en mémoire. Déjà, la première des choses, moi, que j'ai retenue, c'est que, alors, on est toutes uniques et il n'y a pas une organisation idéale. Voilà. Mais ça repose sur 4 points essentiels. Donc, la planification, l'anticipation, l'identification des enjeux. Donc, c'est aussi voir justement là où on a des problèmes, là où ça bloque. Donc, c'est pour ça que c'est pas valable pour tout le monde. Ça va être propre à chacune. Et ensuite, on va rechercher des solutions adaptées par le biais d'outils ou de routines. Et puis, être dans de la rigueur au niveau organisation pour faire en sorte que ça fonctionne bien et de s'alléger au niveau de notre esprit, au niveau de notre quotidien. Je pense que Super c'est les résumé. bases Exactement. essentielles. Dans tous Super les résumé. cas, vous retrouverez les notes de cet épisode sur le blog. Je vous mets le lien dans les notes de ce podcast où tout sera retranscrit. Comme ça, si vous avez oublié quelque chose, une information, ou vous voulez retrouver mais pas réécouter tout l'épisode, tout sera dans les notes de ce podcast. En tout cas, merci énormément Aurélia pour cet épisode vraiment riche et ultra intéressant avec de nombreux outils. Avec plaisir, Laetitia. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut faire pour se faire accompagner par toi? Oui, alors tu avais parlé de mon compte Instagram, donc By Simple Home. Donc là-dessus, je partage un peu parfois des avant-après. J'essaie de partager aussi des astuces. Voilà, dès que je fais quelque chose chez moi ou chez un client où je me dis bah tiens ça pourrait intéresser tout le monde, j'essaie de le partager. Voilà. Ensuite, j'ai un site internet aussi, simple-home.fr. Et là-dessus, vous pourrez en savoir plus sur qu'est-ce que c'est qu'un home organizer, comment ça fonctionne, une prestation, etc. J'interviens en physique sur... donc moi, j'habite à côté de Nîmes, donc Montpellier, Nîmes, Avignon, Uzès, Aix-en-Provence. Voilà, c'est assez large quand même comme périmètre d'intervention en physique. Après, j'interviens aussi à distance pour des accompagnements plus light. Et là, je suis en train de mettre en place, donc c'est pas du tout en ligne, je suis en train de préparer ça, des accompagnements en ligne, des accompagnements en ligne. Voilà, des offres, des programmes, pardon, c'est pas des offres, c'est des programmes aussi pour les gens qui ont envie de le faire plus en autonomie. Je pense qu'il y a D'accord, les deux. Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées physiquement ou sous une forme de coaching, tu vois, des choses comme ça. Et il y a des gens qui juste manquent un peu de méthode, mais qui ont la motivation, le temps, l'énergie de faire eux-mêmes. tout à fait. Ben, c'est génial ça. Merci. Je mettrai toutes les informations donc, pour retrouver et poursuivre Aurélia dans les notes du podcast. En tout cas, allez consulter son site, son compte Instagram parce que justement, quoi, j'aime beaucoup le fait que tu nous parles de ton quotidien avec ces problématiques, donc ces zones d'ombre, les zones de difficulté, il y a les zones de difficulté, de quotidien un peu difficiles, nous montrer aussi que ta maison, c'est pas un catalogue Ikea et c'est une maison normale d'une maman de 2 enfants et on se retrouve beaucoup dans ton compte et on n'est pas dans des choses très
carré, très rigide, ordonné. Et j'aime beaucoup, voilà, tu oses montrer et parler des difficultés et ça fait du bien et ça permet aussi, en plus, tu partages des solutions et ça fait réfléchir. Et justement, ton compte Instagram est extrêmement intéressant. Donc vraiment, je vous invite à le suivre et à suivre Aurélia parce que voilà, c'est un compte vraiment très, très riche et très intéressant. Est-ce que tu Je as te d'autres choses remercie, à ajouter? Laetitia. Hein. Non, c'est parfait. Je te remercie. Je suis hyper contente d'avoir partagé ce moment avec toi, Moi d'avoir aussi. pu partager des choses aussi avec toutes les mamans qui te suivent. Et oui, j'aurais plaisir à retrouver celles qui ont envie sur mon compte Instagram. Je suis hyper dispo pour parler aussi en message privé. Enfin, voilà. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'aussi dans le cadre des accompagnements en home organizing, en fait, quand on sait pas trop, on hésite. Il y a les appels diagnostiques, c'est des appels de 30 minutes environ, hein. En général, ça peut durer plus. Je suis pas en train de regarder ma montre. Qui sont des Ouais. appels gratuits. On prend rendez-vous et on regarde ensemble. Voilà, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un besoin d'être accompagné ou finalement, est-ce que c'est des choses que vous pouvez mettre en place seul? Et il faut pas Mm. hésiter à me solliciter pour ces appels diagnostiques. On a les mêmes valeurs et je suis vraiment contente de t'avoir eu là sur l'épisode de podcast parce que c'est ça, c'est j'aide, mais je suis pas là absolument à dire bon, 30 minutes c'est fini ou à dire si, voilà, je vais vendre ma presta. Non, est-ce que tu en as Ouais. réellement besoin? Mm. Et ça, c'est essentiel. Un grand merci Aurélia. Et puis donc je vous rappelle, vous trouvez toutes les notes de cet épisode sur le blog. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et continuer à cultiver le bonheur familial. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.